À la une de l'actualité ce mercredi. Où est passé le jeune Boris, 22 ans, mototaximan de profession? Les vrombissements de son gagne-pain n'ont pas été entendus depuis plus de 3 jours et c'est toute une famille qui en perd l'appétit. À PK16, on pense au pire, tout le quartier est lancé à sa recherche. Lui est retrouvé mort, calciné dans son véhicule. Fin tragique d'un expert automobile à Bafoussam. À quelques mètres de son domicile, son corps est découvert par ses voisins au petit matin après l'écho de plusieurs explosions. Explosion de colère après la cession de plein droit à Kwaptamo comme à Makenene. Les populations ne veulent pas dealer avec les nouvelles édiles. Un vent de protestation après le vote des conseillers qui a forcé l'intervention des autorités. Des précisions dans la page spéciale de ce journal. La page du massacre de Ngarbou ne sera pas tournée d'aussitôt, tandis que le ministre de la Communication met en garde en réaffirmant le bilan de 5 morts. Le sous-secrétaire d'État américain condamne les tueries de civils. Bienvenue à tous. Depuis 3 jours, le jeune Boris, 22 ans, est porté disparu au quartier PK16 à Douala. Moto-taximan de profession, il est sorti dimanche travailler comme d'habitude, mais n'est plus rentré au domicile familial. Il est injoignable et personne n'a de ses nouvelles. Yasser Trésor Tanon nous en dit plus dans ce reportage. Dore était inconsolable. Elle pleure à chaudes larmes depuis que son neveu Papanwo Boris, âgé de 22 ans, est introuvable. Porté disparu dimanche dernier dans la ville de Douala, 3 jours après, toujours pas de nouvelles. Le jeune homme vit depuis plus d'1 an ici au quartier PK16 avec son oncle Merlin. Depuis 1 an que j'ai fait avec lui, avant d'acheter même sa part de moto, lui donnait toujours ma moto chaque dimanche, il travaillait sa ration avec. Mais des fois quand il durait trop dehors, c'était 21h30. À 20h, moi, il n'y avait pas de problème. 21h, rien, 21h30. C'est là où il a commencé à avoir les sentiments. Jusqu'à 22h, j'ai cru que non. Il a dit à ma grand que quelque chose est arrivé à l'enfant. Depuis ce dimanche-là, on n'a vraiment pas de ces nouvelles. Des recherches ont été menées dans les commissariats, les morgues et les hôpitaux de la ville, mais toujours pas de nouvelles. Que s'est-il réellement passé? Rien ne filtre pour le moment. La famille veut avoir le cœur net. On a tout fait. Nous, on ne dort plus. Tout le village, même ma mère, elle est tombée malade au village. Que si quelqu'un le détient, pardon, que la personne déclare, demande ce qu'il veut pour qu'on lui donne les biens, mon petit mon neveu. Parce que c'est un enfant qui ne dérange pas. Et si on a tué, que la personne dit là où il a tué, il a mis le corps. Très troublante situation car le jeune homme de 22 ans manque cruellement à sa famille qui prie fortement de le retrouver au moins vivant. De la tristesse également pour certains habitants du quartier d'Eido. Ils n'ont vu que du feu cet après-midi quand un incendie s'est déclaré dans une habitation. Seule l'intervention des sapeurs-pompiers a pu limiter la propagation des flammes dans les habitations voisines. Michael Chipio et Emmanuel Biveka y étaient. Bonjour Lille et bienvenue ici derrière nous. Vous pouvez voir plus de 5 habitations qui sont parties en feu. L'incendie s'est déclaré dans les coups de 12 heures. Ici même à la place, effectivement, jusqu'ici les riverains ne savent pas exactement de quoi le feu est parti, mais l'arrivée prompte des sapeurs-pompiers sur place a permis un tout petit peu de circonscrire les flammes. Des habitations voisines ont été attaquées. On a entendu également dans ce feu justement des explosions de bouteilles de gaz et bien d'autres. Plus de 5 habitations construites en matériaux provisoires sont donc parties en fumée. Des riverains ici ont perdu tous leurs effets dans ces incendies. Il y en a qui étaient chez eux au moment des faits mais qui n'ont pu rien sauver de toutes les choses qui étaient dans leurs habitations. Mais jusqu'ici, le sapeur-pompier qui continue de combattre le feu, les soldats du feu qui sont là sur place et des populations riveraines qui ont également donné un coup de main pour tenter de circonscrire ce feu qui a été un tout petit peu calmé ici pour un instant. Mais l'incendie qui se poursuit encore au moment où nous vous rendons l'antenne.
Il n'aura pas eu la chance de survivre aux flammes. Un expert automobile retrouvé mort et calciné dans sa voiture à presque 30 mètres de sa maison. La découverte a été faite par ses voisins au bout du petit matin après écho de plusieurs explosions. Les détails sur ce drame avec Walter Bertrand et Dimitri Tuaté. Consternation, famille éplorée, plongée dans la douleur, nous sommes au quartier Kamkop dans l'arrondissement de Bafoussam 3. Jean-Claude Simon, 63 ans, expert judiciaire automobile, a trouvé la mort calcinée à bord de sa voiture, la Land Rover immatriculée CE604CQ, à quelques mètres de son domicile vers 2 heures, ce 19 février 2020. Environ de 1h10, j'ai suivi un grand ronflement de voiture devant ma case. Ça a ronflé beaucoup pendant au moins 15 minutes. Après, il y a eu une grande explosion. Bon, je suis allé regarder à travers la fenêtre, j'ai vu des flammes qui s'élevaient, des grandes flammes qui s'élevaient. À ce moment, il y a eu une deuxième explosion. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à appeler des voisins de tous les côtés. Certains voisins sont sortis. Bon, quelqu'un a crié dehors, sors de chez toi, sors, il y a le feu, sors, arrête ton compteur. Je suis descendu avec les enfants, j'ai arrêté le compteur, nous sommes sortis. J'ai commencé à courir partout pour cogner sur les barrières des gens. Sortez, il y a quelque chose qui brûle au carrefour. Les gens sont sortis, on a ramassé les seaux d'eau, commencé à verser sur la voiture. On a versé l'eau, tous les enfants étaient dehors, on versait l'eau partout. Les gens sortaient des maisons avec les seaux d'eau. Le feu ne faisait que monter. On a essayé d'appeler les sapeurs-pompiers, ça ne passait pas. Le commissaire Oumarou est arrivé. Pendant ce moment-là, nous étions tous là debout, la voiture brûlait. Les gens criaient, il y a quelqu'un dedans, il y a quelqu'un dedans. On dit non, il n'y a personne, ça ne peut pas brûler comme ça, il y a quelqu'un dedans. C'est quand les premiers seaux d'eau sont partis, on est allé regarder à travers la vitre. Effectivement, il y avait quelqu'un au volant. Actuellement, la dépouille se trouve à la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam. Une enquête est ouverte à la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest. 3 ans déjà qu'attendent les 3 promotions sorties de l'école des sages-femmes de Bonindale. 3 années déjà qu'elles ont terminé plutôt leur formation et n'ont toujours pas reçu leur diplôme. Après plusieurs sit-ins et manifestations, un collectif s'est formé pour adresser une lettre au ministre des Enseignements supérieurs. Mireille Flore des Fofotso, Thierry Nana. Le collectif des sages-femmes et maïticiens indignés du Cameroun vient d'adresser une lettre à l'endroit du ministre de l'Enseignement supérieur dans laquelle est exprimée clairement leur volonté. Monsieur le ministre, nous, étudiants des écoles des sages-femmes du Cameroun des promotions 2017, 2018 et 2019, sommes toujours en attente de nos documents officiels. Nous sommes dans l'incapacité d'exercer un stage de perfectionnement, même de prétendre à un quelconque emploi. Stéphane Siwa est leur porte-parole. Si le ministère de l'Enseignement supérieur, pourquoi? Parce que c'est eux qui sont responsables de notre situation. Nous avons aussi saisi le ministère de la Santé, mais le ministère de la Santé nous a fait savoir qu'ils se sont déjà acquittés de tous leurs droits et la responsabilité revient maintenant à l'université de Buea. Cette lettre fait suite après plusieurs mouvements d'humeur observés par ces derniers. On ne nous a pas donné d'attestation nous permettant même de faire le stage de perfectionnement parce que quand on est allé dans les hôpitaux, ils nous disent aucun papier ne justifie que vous avez fait une formation. Nous, on veut au moins nos attestations. Nous avons commencé des procédures administratives en 2018 qui n'ont pas eu grand-chose comme succès. Ce n'est pas seulement la 4e promotion. On a 3 promotions déjà qui sont en attente de leurs documents. La directrice de l'école des sages-femmes de Bonindale à Douala, qui ont contacté au téléphone, nous avait fait savoir que c'est à l'université de Buea d'établir les diplômes, vu qu'étant la tutelle académique de cette école. Précisons qu'en 2011, le gouvernement camerounais, dans sa volonté de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile, a multiplié les centres de formation des sages-femmes qui sont aujourd'hui à 10 sur l'ensemble du territoire national. Question de doter chaque formation hospitalière d'au moins une sage-femme. Et à présent, nous ouvrons la page spéciale législative et municipale de ce journal. Nous
Nous vous parlions en titre de ces explosions de colère après les sessions de plein droit. Dans la commune de Maroua 1er, la session de plein droit est renvoyée à une date ultérieure. Les membres du RDPC ne s'accordent pas sur le choix du prochain maire. Celui mandaté par le parti est vivement contesté. Lil Piedjo et Aminou Alioum nous en disent plus dans cet élément. Dont le parti du RDPC a désigné comme candidat à la mairie Youssouf Issa Balarabé. Le nom qui fâche et bloque la session de plein droit ici à la commune de Maroua 1er dans le département du Diamaré, région de l'extrême nord. Youssouf Issa Balarabé est plébiscité par le RDPC. Les conseillers du RDPC ont signé un engagement écrit et aucune liste dissidente ou alternative ne serait tolérée au sein du RDPC. Un choix contesté avec fermeté par le maire sortant, également président de section RDPC Diamaré Centre, Amadou Amidou. Il réclame 25 années de militantisme au sein du RDPC. J'ai parcouru le code électoral. Il n'a jamais été mentionné que le conseiller municipal doit bénéficier de l'investiture à la candidature du maire. Le parti de Paul Biya justifie cette décision par des indélicatesses observées dans la gestion de la mairie les années précédentes. Face à ce brouhaha et indiscipline au sein du RDPC, le préfet est obligé de suspendre la dite session. Malheureusement, celui de Maroua 1er n'a pas pu se tenir en raison du fait qu'il y a des blocages à l'intérieur du conseil qui ne permettent pas de pouvoir mener les travaux jusqu'à leur terme. Et en raison du parallélisme des formes, comme c'est le préfet qui convoque le conseil, le préfet a donc compétence également de le suspendre. En attendant que les esprits s'apaisent et que la loi soit respectée, la session de plein droit à la commune de Maroua 1er est renvoyée à une date ultérieure. Et selon un communiqué signé de Jean-Marc Ekwambarga, préfet du Diamaré, les travaux de session de plein droit suspendus reprendront le 21 février dès 9h. À Nyokon, ce mercredi, plane encore un nuage de tension. Les populations ne digèrent toujours pas le choix du nouvel exécutif. Nazer Brolin Djetou est le nouveau maire de la localité. Les habitants lui reprochent entre autres d'être halogène. Charles-Robert Itok pour plus de précisions dans cet élément. Des vitres et fenêtres brisées à coups de pierre, l'axe routier Bafoussam Yaoundé bloqué au lieu d'Ignokon. Nous sommes dans l'arrondissement du Makénéné. Les populations sont furieuses du choix porté sur un halogène pour présider à leur destinée. Une réaction qui oblige l'intervention des forces du maintien de l'ordre pour calmer la tension et dégager la route. La colère enregistrée serait la résultante des travaux de la session de plein droit des élections des maires qui ont connu d'énormes dissensions entre candidats et autres conseillers municipaux. De nombreuses défections ont été enregistrées, dont celle du mandataire du RDPC. Les raisons évoquées sont le non-respect des consignes du parti et des accords conclus sur la rotation à la tête de la commune. Puis ce matin, nous sommes ensemble en train de discuter sur ce bar. Pour le problème, il était dit qu'il y a des gens qui ne méritent pas. Le commissaire a investi ses militants, ses candidats, mais ce n'est pas une élection, c'est une investiture qu'on attendait. Ce qui est là-dessus, pas. Seulement 15 conseillers municipaux ont participé aux travaux. 8 ont porté le choix sur le nouveau maire, Nasser Brolin Yatou Gadeux, qui remplace David Kinding. Tout ce que nous voulons, c'est de travailler dans la paix pour promouvoir le développement de tout l'arrondissement de Makénéné, pas d'une partie quelconque. Aujourd'hui, je suis le maire de tout Makénéné. J'ai été beaucoup plus porté par Makénéné urbain, mais Makénéné rural sera ma priorité. À ce dernier ont été assignés 2 adjoints. Les travaux de la session de plein droit ont été présidés par l'autorité administrative. Pour l'heure, malgré la forte présence des forces de maintien de l'ordre dans cette localité, les populations restent déterminées à entendre leur voix.
autre mouvement de colère. 2 jours déjà que la population bloque la tenue de la session de plein droit à Kwaptamo. Elles manifestent leur mécontentement face au choix imposé par le comité central du parti vainqueur dans la localité. Le sous-préfet est descendu ce jour sur les lieux pour essayer de calmer le jeu. Mireille Flore, Defofotso et Ndjoya Nourdine. Mouvement d'humeur ce 19 février à l'esplanade de l'hôtel de ville de Kwaptamo, arrondissement situé dans le département du Nord. La population locale est en colère et ne veut pas le choix imposé par le comité central du RDPC. Ndjoya Ousmanou reste et demeure leur choix. L'exécutif communal de cette mairie n'arrive pas à s'entendre. On observe 2 camps, celui du maire sortant, Ndjoya Ousmanou, que la population locale réclame, et celui du premier adjoint au maire sortant, que le comité central impose. Tous deux veulent être maire. 2 jours déjà que ça dure. Les conseillers nous extraient parce que c'est nous-mêmes qui avons choisi les conseillers pour nous, pour qu'ils viennent voter M. Joya Ousmanou à notre place. Mais il ne nous a pas présenté. Donc là, maintenant, on ne veut plus de conseillers. Toute la population a décidé que maintenant, ou Joya Ousmanou ou rien. Aujourd'hui, si on ne reconduit pas M. Ousmane, la mairie de Kwaptamo va prendre feu aujourd'hui. Ah bon? Pourquoi? Oui. Pourquoi on va brûler? On est prêt. Le sous-préfet de cet arrondissement est descendu sur les lieux. Objectif, calmer la population. A rappelé à l'ordre les populations et leur a demandé de respecter les lois. Vous avez un mandataire qui est là. Vous avez les conseillers qui sont là. Ils sont là pour trouver une solution à cette tension. Donc, il n'y a pas de risque de trouble. Combien de personnes? En attendant que la session de plein droit puisse finalement se tenir, la population menace d'incendier l'hôtel de ville de Kwaptamo si leur choix, à savoir celui du maire sortant Ndjoya Ousmanou, n'est pas respecté. Allons à présent dans la capitale Yaoundé pour faire le point sur le référencement des votes. Et c'est avec vous, Alain Ghislain Kanga. Alain, bonsoir. Le recensement général des votes de l'élection des députés poursuit jusqu'en ce moment ses travaux au Palais des Congrès de Yaoundé. Le plus dur semble être terminé. Le rapport reste attendu. Prenons les dernières nouvelles en direct du Conseil constitutionnel avec nos reporters Brand Kamga et Samuel Bonis. Bonsoir Brand. Bonsoir et merci de nous rejoindre à la salle de délibération du Conseil constitutionnel où depuis lundi dernier, la Commission nationale de recensement général des votes de l'élection présidentielle travaille. Nous avons avec nous le chef de secrétariat de cette commission nationale, le sénateur Pierre Flambo-Gayab, qui est également représentant de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Bonsoir sénateur, pendant ces 3 jours, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Nous avons fait ce que la loi nous demande de faire, c'est-à-dire compiler l'ensemble des procès-verbaux des commissions départementales de supervision des 58 départements, mais compte tenu des circonscriptions spéciales, il y a en réalité 85 circonscriptions spéciales, mais dans 58 rapports de commissions départementales. La Commission nationale a qualité pour déceler d'éventuelles erreurs matérielles. Est-ce qu'il y en a eu? Ah oui, il y a beaucoup d'erreurs matérielles que nous avons identifiées dans pratiquement la moitié des procès-verbaux des commissions départementales. Notre rôle a consisté à redresser toutes ces erreurs matérielles pour avoir des données à la fin tout à fait intègres et crédibles. Vous qui êtes le chef de secrétariat de ces travaux de la Commission nationale de recensement général des votes de l'élection des députés, si tout est terminé, qu'est-ce qu'on attend donc ici, sénateur? On est en train de préparer le procès-verbal final qui devra être vérifié et signé par chacun de ses membres. Ce n'est qu'après que l'on pourra transmettre le rapport, le procès-verbal au Conseil constitutionnel dans une cérémonie officielle dans les 48 heures. Merci beaucoup, sénateur Pierre Flambo-Gayab. Je rappelle que vous êtes donc le chef de secrétariat de cette commission nationale. Beaucoup n'a pas été fait, même si le secrétariat a beaucoup de travail toute cette nuit, voire la matinée de ce jeudi, parce qu'il faudra
imprimé, fait signer le rapport par tous les membres de cette commission ainsi que le président, et autour de 16 heures, juste après la cérémonie solennelle de rentrée à la Cour suprême, une cérémonie de clôture est prévue, cérémonie pendant laquelle la commission nationale va remettre officiellement ses travaux au Conseil constitutionnel qui s'en inspirera d'ici à la semaine prochaine pour tenir donc le contentieux post-électoral des législatives et pouvoir donc publier les résultats définitifs de l'élection des députés au plus tard le 29 février, tel que le prévoit la loi. Depuis donc la salle des délibérations du Conseil constitutionnel au Palais des Congrès de Yaoundé, Bran Kamga, Samuel Bonis. Merci, Brand Kamga. Et alors que les premiers exécutifs communaux sont connus et dans l'attente de ceux du 25 février prochain, se trame déjà la question du maire de la ville. Pour le cas de Yaoundé, le sujet paraît plus alléchant encore pour ce poste de super-maire. On en parle avec Ghislain Pierre-Essonneau. Qui sera le maire de ville de Yaoundé? Bien malin qui peut répondre à cette question, tirant celui-ci des quelques 300 conseillers municipaux de la capitale camerounaise. Si rien n'est clair là-dessus, on peut cependant surfer sur certaines forces et faiblesses des hommes et des femmes, en commençant par Yaoundé 4e, le plus grand des 7 arrondissements de Yaoundé. Régine Amougounoma, maire sortant, comme Émile Andéanti à Yaoundé 1er, n'ont pas été tête de liste lors de la campagne électorale, pour éviter à ce moment-là d'ouvrir des frondes. Il faut déjà savoir que la loi aura été construite et promulguée après le lancement du processus électoral et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais avait déjà donné ses conseils. À Yaoundé 1er, la tête de liste appelle à Bouddha, qui n'est pas à négliger, même si beaucoup de regards restaient figés sur l'ancien maire de Yaoundé 1er et président des communes et villes unies du Cameroun. Un poids de l'appareil qui pourrait apparaître sur ce fauteuil, à moins que le RDPC ne construise un autre personnage, l'un des jeunes maires de Yaoundé. La quarantaine les rapproche, Aïssi Ouyouki accepterait-il de quitter la mairie pour un éventuel fauteuil d'adjoint au super-maire? Rien n'est moins sûr non plus. La charge de Yaoundé n'est pas assez aisée. D'ailleurs, la loi ne dit pas que le maire de ville est d'abord maire d'arrondissement. Dans ce cas, va aussi compter l'avis de Gilbert Tilmiévouna, ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, en tant que personnalité ressource d'accompagnement, parce que tout le monde a été pris de court. Parlons à présent du Parti camerounais pour la réconciliation nationale de Cabra Libi qui dénonce une fausse information largement relayée sur les réseaux sociaux faisant état de ce que les mairies de Makak et de Matombe dans lesquelles le PCRN a gagné les élections à la majorité absolue ont des exécutifs communaux issus du RDPC. Autrement dit, les conseillers municipaux du PCRN auraient voté des mairies issues des listes du RDPC. Anne Fégan-Denoa, porte-parole, apporte des clarifications dans cet extrait sélectionné par Rodrigue Tonguet. Je vais d'ailleurs vous donner lecture des noms des exécutifs communaux, c'est-à-dire des maires et de leurs adjoints dans ces communes, et après vous pouvez les comparer avec les listes de constitution des dossiers du PCRN en vue des élections. Alors pour la commune de Makak, vous avez le maire qui est M. Mbongol Jean-Jacques, le premier adjoint au maire qui est M. Ndoum Claude, la deuxième c'est Mme Ngo Minka. Nous sommes là dans la commune de Makak. Pour la commune de Matom, le maire c'est M. Niobé Fils Hubert, le premier adjoint c'est M. Mandeng Marcel Junior, et puis le A2 c'est Mme Ngo Bongol Anne Léocadie. Ce sont des militants PCRN, déjà des membres du mouvement 11 millions de citoyens. Avant ça donc, c'est ce que nous appelons dans notre jargon des cabralistes purs et durs. Ils ne sont pas du RDPC. Dans l'actualité également, le ministre de la Communication dément le bilan de Gbagbo dressé par les organisations gouvernementales des droits de l'homme. Au cours d'une conférence de presse donnée hier, René Sadi réaffirme le bilan de 5 civils tués dans des dégâts collatéraux. Les moments saillants de cette sortie médiatique avec Rodrigue Tonguet et Michel Foucault. Il n'y a pas eu 22 villageois, dont 14 enfants, tués par les forces camerounaises de défense et de sécurité en Gbagbo. Le démenti, c'est l'angle d'attaque choisi par la voix du gouvernement pour sa sortie hier.
Non, il n'y a pas eu de massacre de civils. Non, il n'y a pas eu de mise à feu des maisons d'habitation. Le MINCOM parle d'affabulation contre les forces de sécurité. Une offensive avant de réitérer les informations données par le ministre de la Défense. Un incendie s'est déclaré dans un refuge fortifié qui contenait des explosifs et des produits inflammables stockés par les rebelles armés. Il s'en est suivi des explosions, puis des lampes de feu qui se sont propagées jusqu'aux habitations voisines. Le bilan de cet incident, après recoupement, fait état de 5 morts, une femme et 4 enfants. Des civils dégâts collatéraux d'une opération ciblant des sécessionnistes menée par une armée que Yaoundé présente comme professionnelle et scrupuleuse des droits de l'homme en attendant les résultats d'une enquête commandée par les autorités. Les très hautes instructions de M. le Président de la République, une enquête a immédiatement été ouverte en vue des clarifications approfondies de tous les aspects liés à cet incident. Mais ces assurances données suffiront-elles à faire déchanter la société civile ou dissiper les soupçons de la communauté internationale qui demande toute la lumière sur les événements de Gabou? Et la question des droits de l'homme était au cœur du point de presse donné hier par le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale. Le drame de Garbou a servi de prétexte à cette rencontre avec les hommes de médias. Le compte rendu avec Patrick Christian Dabo et Guy Fotso. Le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale se veut péremptoire au sujet des tristes événements qui ont endeuillé de nombreuses familles dans la localité de Garbou, située dans le nord-ouest du Cameroun, le 14 février dernier. Alors que nous sommes encore en pleurs dans la souffrance du simulacre électoral du double scrutin du 9 février dernier et la mise en place des propositions du grand dialogue national, au moins 36 personnes ont été froidement assassinées par certaines forces de sécurité dans la localité de Garbou. Plus de la moitié des victimes, précisons-le, sont des enfants et des jeunes, dont 9 d'une même famille, que nous avons bien le nom, parmi lesquels des bébés et de 8 mois et 4 femmes enceintes. Au-delà des chiffres qui font polémique, l'ONG regrette la sortie officielle du gouvernement via un communiqué du ministère de la Défense, malgré le silence qu'elle oppose sur ses sources et qu'elle présente comme crédible. C'est choquant. Ça vient ici renforcer l'amertume dans cette localité qui attend que l'ensemble des citoyens camerounais se solidarisent de leur situation. Nous sommes en collaboration avec certaines forces de sécurité, certains chefs traditionnels. Nous sommes en train de faire la documentation sur les noms exacts de ceux qui ont été assassinés. Le moment venu, nous les mettrons, n'est-ce pas, à votre disposition. Ce premier point de presse de l'année a également permis au REDAC de signifier son désaveu au sujet du double scrutin du 9 février dernier, qui, selon l'ONG, confirme l'empathie des Camerounais vis-à-vis du processus électoral en son état actuel. Et les réactions de la communauté internationale s'amoncellent. Pour sa part, Tibor Nagy, sous-secrétaire américain chargé des affaires africaines, a hier, via son compte Twitter, exprimé sa préoccupation. Dans son tweet, il dit condamner les tueries des civils et adresse ses condoléances aux familles endeuillées. Dans le même ordre d'idées, M. Lafrique appelle le gouvernement camerounais à autoriser une enquête indépendante afin que justice soit faite sur cette affaire. Parlons à présent de la disparition de Maître Sylvain Sope. L'Ordre des médecins évoque des manquements observés dans la prise en charge de l'avocat décédé le 16 janvier dernier. Dans un communiqué rendu public le week-end dernier, l'organisation indique que c'est l'une des conclusions
à laquelle est prévue une commission d'enquête indépendante ad hoc chargée de faire la lumière au plan technique, éthique et déontologique. L'ordre indique que ces manquements constatés feront l'objet d'analyses minutieuses avec le concours du ministère de la Santé publique qui a reçu le rapport de la dite enquête. Dans le même communiqué, l'Ordre des médecins regrette les blocages à son enquête. Ils ont été causés par la famille du défunt qui n'a pas notamment permis l'accès à sa dépouille et au dossier médical. Nous notons que cette commission d'enquête est présidée par le professeur Emmanuel Eben Moussi. Il est l'auteur d'une formule mathématique depuis 1999, mais n'a jamais consommé le fruit de ses œuvres. Saïbou Soulé a été victime d'une usurpation d'identité. Il ne connaît pas jusqu'ici l'identité de celui-là qui a gâché son avenir. Le passionné de mathématiques ne sait plus à quel sens se vouer. Voici le calvaire raconté par Delphine Foncoutene et Michel Foucault. Comme une carapace, son sac à dos ne le quitte presque jamais. À l'intérieur, sa vie traduite en documents, des pièces qui expriment sa souffrance. Les soucis que j'ai dans la tête, c'est trop, madame, je n'arrive pas. En effet, Saïbou Soulé, l'auteur de la formule mathématique intitulée Algorithme Soileb, découverte en 1999, n'est jamais entré en possession de son enveloppe de prise en charge, ordonnée en 2013 par le Premier ministre. Au niveau du Premier ministère, on a soutiré tout le fond du dossier. Ce n'était que ma correspondance que le PM a écrit. Et ça, je l'ai ici. À la fonction publique, on a juste enregistré le 20 janvier 2014. Alors qu'il était en classe de première G2 au CETIC de Figuil, ce génie a reçu l'attestation de validité pour poursuivre ses recherches à Yaoundé. Arrivé au niveau de Yaoundé, les gens ont commencé à me tourner. Moi, je ne savais pas qu'ils ont eu à faire quelque chose de louche en 2003. Avant qu'on ne valide, le gars est parti se faire identifier en mon nom, en Gaoundéré. Commence donc l'épisode usurpation d'identité. Entre-temps, sa carte nationale d'identité expire. Difficile d'en refaire une autre. Désespéré, le passionné de mathématiques se confie à un confrère pour médiation. Nous nous sommes rendus compte que c'était une haute mafia. En principe, celui qui l'a fait ne l'a pas fait au hasard. Le temps passe, Saïbou Soulé essuie la peine. Aucun contrôle de police notamment ne lui échappe. La police m'a arrêté, c'est Théophile Roger Boulom qui intervenait des fois. Le jeune homme et sa double identité jamais ne filtrent les tamis des concours nationaux. J'ai même fait le 25 000, madame. J'ai raté. Le 25 000, j'ai raté qu'on ramassait là. J'ai raté. Parce que quand on part vérifier, on trouve qu'il y a un autre Saïbou Soulé. Même nom du père, date et lieu de naissance, tout. Heureusement, après plusieurs démarches et grâce au soutien de Théophile Roger Boyom, sa CNI lui est délivrée le 6 juin 2014. L'originaire du Mayo-Louti entreprend dès lors de nouvelles mesures pour connaître son usurpateur. Je suis d'abord parti à la SACEL. Ils m'ont dit non, monsieur, là, on ne peut pas vous donner. Dès qu'on vous donne, c'est beaucoup des éléments qui iront en prison. J'ai dit ok. L'affaire est désormais suivie au parquet de Yaoundé. On traîne, ça tourne, ça monte, ça descend, pas de suite. Ces 4 audiences renvoient. Soulé est déprimé par tous ces problèmes qu'il traîne depuis plusieurs années. Ça fait déjà la moitié de mon âge, j'ai déjà 42 ans. 99 à nos jours. 21 ans que ça dure. L'amoureux des mathématiques souhaite sortir des ténèbres. Je ne sais même pas là où je pars. Et cet avenir sombre, j'aimerais que le chef de l'État, c'est lui que je mets devant l'affaire maintenant, qu'il puisse éclairer, mettre la lumière. Laquelle lumière permettra à ce mathématicien d'exprimer une fois encore son génie. Et la suite de ce 19h50, c'est à Douala avec vous, Aimé Catherine Moukouri. Bonsoir. Bonsoir à vous, Alain Ghislain Kanga. Parlons de la démarcation de la frontière entre le Cameroun et le Congo. Demain, jeudi, un protocole d'accord portant création de la commission mixte des
des deux pays va s'effectuer à Douala, de même qu'un règlement intérieur. Les termes de référence et la signature du chronogramme d'activité seront signés. Paula Tanganji, ministre de l'administration territoriale, a accueilli cet après-midi à l'aéroport international de Douala la délégation congolaise conduite par le ministre congolais de l'Intérieur et de la décentralisation. Et nous parlons d'autre chose à présent dans ce journal. Le consulat général du Nigeria au Cameroun invite ses ressortissants à venir s'établir une carte d'identité sur place à Douala, Bouéa et Bamenda. Le processus déjà lancé au Nigeria vient d'être lancé également à Douala en présence de la diaspora nigériane. Les précisions, c'est avec Junior Ossin et Marius Kossou. Original et Uruguay sont des commerçants vivant au Cameroun. Ils font partie de ces nombreux expatriés nigérians qui ne possèdent pas de carte nationale d'identité nigériane. Aujourd'hui, grâce à l'État fédéral du Nigeria, ils peuvent se l'établir ici à Douala en se rendant au consulat général du Nigeria. Nigerian ID card, I don't have it. But if it is possible for them to establish it here, we will be able to have it because it's for security and other things. It is easy for me and safer for me and cheaper for me than making time to travel to Nigeria. Le processus d'établissement de la carte nationale d'identité nigériane est lancé ce mercredi à Douala. Les conditions valables pour tout Nigérian résidant à l'étranger sont ici présentées. You must have a valid national passport. That's the first condition. Now, in case you don't have a valid national passport, Nigerian passport I mean, then you must be able to go to the nearest consulate and you get us a letter of authentication from the commission. Ce matériel, déployé en terre camerounaise, permet de faciliter le procédé. Et la carte nationale d'identité, dotée d'un numéro d'identification à vie, donne droit à de nombreux avantages. Avec ces cartes, vous pouvez faire votre passeport international. Vous pouvez aussi faire l'identification à l'immigration et à la frontière. Et vous pouvez aussi enregistrer vos affaires au Nigeria. D'après les statistiques du consulat général du Nigeria à Douala, on compte environ 4 millions de Nigérians officiellement répertoriés au Cameroun. De l'actualité, on parle économie. Depuis des années, la bauxite est explorée à Ngaoundal et Miri Martap. Dans ces localités de l'Adamawa, les populations sont dans l'attente de l'exploitation du gisement qui, d'après de récentes découvertes, pourrait renvoyer au second plan la Guinée, premier producteur au monde de la bauxite. Eric Ngeli pour les précisions. Le chemin de fer camerounais, scruté au détail près à la gare de Makor. Le transport de la bauxite de Ngaoundal Mini Martap jusqu'au terminal portuaire de Douala et Kribi comme objectif. Ces représentants et consultants des grandes firmes minières d'Australie, du Canada, du Portugal, de Belgique et d'Afrique du Sud ont une feuille de route. Principalement deux composantes à ça. Il y a l'arrivée sur le terrain. Donc on a regardé en arrivant jusqu'ici si les routes étaient abordables pour nos équipements. Nous sommes tout à fait rassurés par rapport à ce premier point. Et le deuxième point, c'est l'extraction du minerai lui-même. Makor, petit village de l'Adamawa, pourrait devenir un point central dans le dispositif d'acheminement. Les riverains du tracé y voient depuis plus de 50 ans une aubaine pour le développement de leur localité. Et dès que ça viendra, il semble que la ville de Makor soit une ville. Ça va évoluer. Et vous voyez que ça nous amène l'eau, l'électricité, voilà. L'hôpital. Nous avons le recrutement des manœuvres qui ont impacté, qui ont donné des impacts très bien positifs. Et cela a permis par exemple à Minim, à Martap, que beaucoup de gars se sont mariés, beaucoup de gars ont construit des maisons. Sur le gisement lui-même, les explorations réalisées ces 10 dernières années sur 14 plateaux ont dégagé une réserve estimée à 550 millions de tonnes de bauxite. Kamalko, nouvel acquéreur sur 3 ans de 3 permis d'exploration sur les sites de Ngaoundal, Mini Martap et Makan, a lui dénombré à ce jour 79. Là, c'est de la très bonne bauxite. Et c'est ça que nous avons en majorité ici dans l'Adamawa, en particulier dans la zone de Mini Martap. Et c'est un énorme gisement. Les réserves sont estimées à près d'1 milliard de tonnes. Sur 16 plateaux en étude, le potentiel extractif est déjà à plus de 892 millions de tonnes. Ici, nous sommes au plateau Daniel.
9 km sur 14, un gisement impressionnant. Une infime partie de ce que réserve Minim Martap, car au total, on nombre 79 sites de cet acabit pour un gisement de plus de 892 millions de tonnes, excusez du peu. La teneur en bauxite est très élevée ici et donc il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à l'extraire de manière conventionnelle et économique. L'exploration de la bauxite sur ces plateaux date de 1901. Le début de l'exploitation ne devrait plus prendre un siècle. Et une bonne nouvelle pour refermer ce journal. Le jeune Boris dont nous parlions il y a quelques instants vient d'être retrouvé à l'hôpital La Quintigny, actuellement aux urgences. Il avait été violemment agressé dimanche soir, puis livré à lui-même sans pièce d'identité. Nous y reviendrons. C'est la fin de cette édition du 19h50, mais ne changez pas de chaîne. La Champions League est à suivre sur ces antennes avec le match Atalanta-Valence, une rencontre commentée par Aimé Moukoko et Emmanuel Mahop. Bonsoir à tous.